Je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan, un podcast pour vous aider à être plus serein en comprenant, avec nuance, la complexité du monde et en inventant activement le monde à venir. Pour votre confort, cet épisode a été séparé en 2 parties. Ceci est le début de la 2e partie. Qu'est-ce qu'on peut penser des capacités intellectuelles de manière positive ou négative liées à l'IA? C'est-à-dire qu'en fait, pareil, John me disait qu'aujourd'hui, un enfant, et peut-être que c'est quelque chose qu'on doit perdre, je sais pas, mais ces étudiants, c'est pas des enfants d'ailleurs, enfin, ils sont enfants dans un descriptif, ils sont moins de 25 ans quand même, ils sont plus capables de faire le résumé d'un bouquin pertinent. Je veux dire, aujourd'hui, ils ont tellement l'habitude de passer par une IA que de faire le résumé d'un PDF, en fait, ils savent plus le faire, quoi, d'une manière ou d'une autre. Et malheureusement, et c'est comme le fait d'écrire, tu vois, moi, quand on me demande la meilleure manière d'apprendre, je dis écrire, en général. En fait, l'IA, elle écrit pour toi. Du coup, si tu demandes à une IA de résumer un truc, de t'appuyer sur, admettons, tu utilises Google, comment ça s'appelle merde, j'ai plus le nom du truc, mais c'est Google, hein? Notebook. Gemini? Non, Notebook. Tu utilises Google Notebook, tu mets plusieurs sources et ça te rédige un papier. Bon, du coup, plus besoin de se prendre la tête d'écrire. Si ça arrive à faire un bon mix entre Google Notebook, ChatGPT et Claude, et un peu de Perplexity pour avoir des données, tu vois, fiables, dans l'absolu, c'est plus nécessaire, quoi. Et tu vois, moi, je résiste beaucoup. Alors, bien sûr, comme tu peux le constater, je connais toutes ces IA et je les utilise, donc je suis pas du tout neutre là-dedans. Hein. J'utilise, bien sûr, mais par exemple, j'écris une newsletter, elle est longue et je l'écris. C'est pas dire que j'utilise pas l'IA à un moment donné dans mon processus, mais le processus de l'IA, il arrive à la fin, parce que bon, j'ai 40. Et pourquoi tu décides de l'écrire? Qu'est-ce qui fait que tu veux l'écrire? Je décide de l'écrire parce que pour moi, c'est la meilleure manière d'apprendre. C'est la manière pour moi de structurer mes pensées. C'est aussi parce que je vais partager des choses qui sont personnelles et que l'IA ne peut pas connaître par définition. Et que si je passe pas par tout ce processus, ça donnera un résultat qui sera OK, j'imagine, mais qui sera pas personnel. Et en fait, moi, j'aurais rien appris. Et finalement, quand t'écris, bien sûr, t'écris pour les autres, mais t'écris surtout quand même pour toi aussi. Parce que écrire, c'est la meilleure manière de structurer ta pensée et d'apprendre. Et c'est pour ça que j'écris moi-même. Mais c'est vrai que dans cette logique d'optimisation, de performance, peut-être que la newsletter est écrite par une IA, et comme je les maîtrise assez bien par ailleurs, tu vois, je crée des modèles sur ChatGPT, etc. Je suis assez, tu vois, tech-savvy pour ça. Du coup, c'est vrai que je pourrais le faire. Sincèrement, ça serait pas si complexe. Mais j'ai pas je pense que mais je pense que tu reviens, et puis là, après, c'est limite, de toute façon, je trouve que dès qu'on parle de l'IA, on tombe forcément dans la philosophie, mais, et on peut facilement revenir à la psychologie. C'est la différence entre résultat et processus. Ce que t'aimes dans écrire, c'est que t'aimes le processus. Si ce que t'aimes uniquement, c'est le résultat, tu peux te tourner vers une IA, elle va te donner un résultat. Et donc, c'est aussi pour moi une vraie réflexion de... il y a plusieurs choses. Il y a comment, en fait, on fait pour rester dans le processus, parce qu'en fait, on sait qu'en tant qu'être humain, globalement, quand tu regardes un peu les travaux de Seligman et de la psychologie positive, où il s'est dit, plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi les êtres humains vont mal, on va essayer de comprendre pourquoi il y a des êtres humains qui vont bien. Et ce qu'on voit globalement, c'est qu'ils n'ont pas des vies forcément plus faciles, mais ils ont des facteurs qui sont un peu... qui permettent alors c'est pas le bonheur, c'est plutôt ce qu'ils appellent thrive. Je sais pas comment ça a été traduit, parce que ça veut pas dire que t'es heureux tout le temps. Ouais, non, c'est ça. Se développer. Thrive, il n'y a pas vraiment une bonne traduction pour le coup. Parce que développement personnel, je suis pas fan. Il y a tellement, c'est devenu tellement tout et n'importe quoi que thrive, voilà. Si les gens regardent la vidéo, c'est vraiment voilà, je sais pas comment dire. Déployer un peu. En fait, il y a l'idée de croissance un peu, de grandir et donc. C'est pas vraiment grandir. Enfin, moi, je sais pas. Ouais. Thrive, c'est pas grandir au sens physique, c'est évoluer, c'est déployer. Ouais, évoluer, je pense que c'est bien. Évoluer dans une direction, plutôt positive. Mais donc, bref, quand tu regardes ça, il y a des facteurs. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a 6 et il y en a un parmi ces 6-là qui est le sentiment d'accomplissement. Une des choses qui nous permet de nous rendre heureux en tant qu'être humain,
c'est quand on se sent accompli. Bah, si tu génères ta newsletter avec une IA, tu vas pas te sentir accompli à la fin. T'as pas le sentiment de fierté, de j'ai sorti ça de ma tête, c'est moi qui l'ai fait. Enfin, on aime avoir un sentiment de propriété, ownership, sur ce qu'on fait. Et donc ça, c'est un petit peu comment on s'assure à l'ère de l'IA de pas toujours tomber dans le résultat, et d'encourager plutôt justement le processus. Et donc là, je pense qu'il y a un changement à faire justement au niveau de l'éducation quand on parle, quand on voit avec les enfants, c'est de se dire si le seul objectif c'est d'obtenir un résultat, globalement, pour beaucoup d'entre eux, l'IA fera mieux qu'eux. Donc si tu te concentres sur le résultat, ça sert à rien de le faire. Enfin, globalement, t'as déjà perdu le combat, genre t'as quelque chose qui est plus fort que toi. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Bah, c'est avoir envie de le faire, c'est avoir envie de ce processus. Donc, je pense qu'il va falloir passer aussi même dans comment on... Et pour l'instant, quand on récompense à l'école, la récompense passe par les notes, on récompense le résultat beaucoup. Et on récompense très peu le processus. Finalement, il va falloir revenir sur de la motivation qui est dite intrinsèque. Tu vois, t'as soit la motivation extrinsèque, tu fais quelque chose pour la récompense à la fin. On a un système d'éducation qui pousse beaucoup la récompense à la fin. On travaille pour avoir une bonne note. Alors maintenant, dans le système EdTech, on travaille parce qu'on va avoir des étoiles quand on a fini, et puis on peut aller s'acheter un chapeau pour mettre sur notre avatar. On est vraiment dans l'apprentissage souvent extrinsèque. Comment on revient de l'apprentissage intrinsèque, c'est-à-dire la curiosité naturelle qu'on a en tant qu'être humain, que l'enfant a très fort. On voit bien un enfant, genre des fois, il va pouvoir passer très longtemps à faire quelque chose, juste parce qu'il a envie de le faire et c'est pas forcément utile. Quand tu vois un enfant de 3 ans qui passe 5 minutes à transverser de l'eau d'un verre à un autre, d'un point de vue optimisation, c'est pas terrible, il n'y a pas d'intérêt de le faire. Mais ils aiment le processus. Et donc, comment en fait on fait pour encourager le fait d'aimer le processus, le fait d'aimer apprendre ? Bah, peut-être que là, l'IA, elle peut représenter quelque chose d'intéressant où, en fait, on aime apprendre ce qui nous intéresse. Donc, comment on encourage un enfant à apprendre des choses qui l'intéressent profondément ? Et c'est là où il y a un vrai shift à faire. Mais d'ailleurs, j'avais reçu la neuroscientifique Sama Karaki sur le fait de développer l'esprit critique des enfants, et elle disait la même chose que toi. Alors, on parlait pas d'IA à ce moment-là, on parlait juste de la manière dont l'école fonctionne, et elle disait on se moque du résultat. Le résultat n'a aucune sorte d'importance. L'esprit critique se développe quand on comprend le processus par lequel l'enfant est passé. Le processus, c'est la clé. Le fait qu'il ait trouvé la bonne réponse ou une mauvaise réponse, ça n'a pas beaucoup d'importance à la fin. Et c'est vrai que nous, on est tellement... Et d'ailleurs, si tu as des conseils pour les parents pour favoriser le processus versus le résultat, dis-nous, parce que franchement, même quand j'y pense moi, je ne saurais pas précisément dire... Bien sûr, tu peux poser la question à l'enfant, ok, mais qu'est-ce qui te fait dire ça ? Par quel processus t'es passé pour arriver là ? Tu vois, mais dans l'absolu, je ne saurais pas très bien challenger un enfant sur son processus, en vrai. Enfin... Ouais, je pense qu'il y a des manières un peu classiques de le faire qui sont, je sais pas, un enfant vient avec un dessin, de lui demander, bah raconte-moi, qu'est-ce que t'as fait, pourquoi t'as fait ce choix-là, c'est intéressant, t'as fait les yeux comme ça, d'habitude tu les fais comme ça, et là tu vas avoir l'enfant qui dit, ah j'ai vu ça dans un livre, je trouvais ça cool, donc ils vont te raconter l'histoire de ce qu'ils ont fait. Et attention, parce que des fois, je trouve que c'est un peu le risque quand tu vois la parentalité positive, où les gens disent, faut jamais dire c'est bien un enfant, il faut lui demander comment il est arrivé à ce résultat ou encourager l'effort. Des fois, c'est bien aussi de dire que c'est bien. faut faire gaffe à pas tomber dans oui, bien sûr. Dans un extrême. Mais c'est vrai que, et puis on peut pas le faire tout le temps. Des fois, justement, il est bien ton dessin et ça s'arrête à ça. Mais on peut de temps en temps aborder avec curiosité, genre que ce soit, et si c'est, je sais pas, un enfant qui a fait un travail écrit, de dire, ah, t'as choisi cette histoire, mais en fait, d'où l'idée t'est venue. Et aussi, genre, de leur donner le temps de réfléchir à ça et de leur montrer qu'en fait, ce qu'ils aiment, c'est avoir de l'intérêt. Si moi, en tant que parent, mon intérêt, c'est lui dire quelle note t'as eu, ce qu'il va voir, c'est que ce qui est intéressant, c'est le résultat. Si c'est comment t'es arrivé à ce résultat ou pourquoi t'as choisi cette rédaction, ce qu'il va voir, c'est que ce qui est intéressant, c'est le processus. Donc, c'est aussi comment on aborde ces conversations et comment on encourage ça. On peut pas le faire tout le temps. Mais une fois de temps en temps, d'aborder avec curiosité et d'essayer d'aller découper un peu tout ça. Est-ce que c'est possible dans un système global qui favorise que le résultat? C'est-à-dire que c'est comme, tu vois, quand je t'écoute, ça me fait penser à l'éducation genrée, pas genrée, et en fait, tu dis oui, mais je vais dire à mon fils que
le rose c'est ok, ou j'en sais rien, je dis n'importe quoi, ou des poupées c'est ok, enfin peu importe. Pour dire bah non, j'ai essayé de donner à mon enfant une éducation pas genrée, etc. Mais la société elle est tellement genrée qu'en fait le genre reprend le dessus 1000 fois. Et en ce qui concerne l'éducation, je me demande si dans un système où de toute façon tout est optimisé pour vers le résultat, est-ce que l'action seule des parents qui va se concentrer sur le processus peut avoir un impact? Je pense que oui, et je pense que ça veut pas dire qu'on s'en fout du résultat. Parce que globalement, dans une entreprise, à un moment, quand tu bosses, ce qui va compter, c'est genre peu importe à quel point ton idée était génialissime, si t'es tombé à côté, ça reste que c'est pas bon. Donc ça veut pas dire qu'on s'en fiche du résultat, ça veut dire que c'est pas la seule chose qui est importante. Et d'ailleurs, il y a des profs qui le font très bien déjà. Enfin, il y a des profs qui et d'ailleurs même quand on repense nous-mêmes à notre histoire en tant qu'élèves, les profs qui t'ont marqué, les profs dont tu te souviens, c'est ceux qui se sont intéressés à ton processus, c'est pas ceux qui se sont intéressés à tes résultats. Donc on le voit en fait, et c'est là où pour moi quand on parle d'IA dans l'éducation, il y a du potentiel, et en même temps ce qui fait qu'on va se souvenir d'un enseignant, les souvenirs que tu repenses, si je te demande là, genre, allez, dis-moi 5 souvenirs marquants à travers ton éducation dans tes classes, ça va être des choses qui avaient de l'émotion, ça va être des choses qui avaient de la connexion, ça va être des moments, ça va pas être genre j'avais eu 20 sur 20, j'étais tellement fière de moi. Si t'y penses peut-être, mais c'est pas les premiers souvenirs qui viennent en tête. Non. Donc quand tu regardes l'IA là-dedans, elle peut avoir un rôle qui est déjà genre de donner du temps aux profs. Des fois, ils passent beaucoup de temps à faire certaines choses où là, ils ont pas tant de valeur ajoutée, et où par contre, ce temps, il peut être réinvesti autrement. Et pareil, on peut penser sur certains processus, avoir des fois une éducation qui va être un peu plus efficace. Ça peut libérer du temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce temps libre? Est-ce que ce temps libre, ça fait que l'on se dit, du coup, ils peuvent apprendre plus de choses? Ou est-ce qu'on se dit, en fait, l'école, une grosse partie du temps qu'on a à l'école, c'est on apprend à faire société. Mais on a plus de temps pour apprendre à faire société. On a plus de temps pour avoir des projets où là, on peut vraiment revenir justement dans une motivation intrinsèque et on va avoir un impact. On va aller créer, je sais pas, un projet communautaire. On passe du temps à sortir un peu de la classe et à faire autre chose. Donc, c'est aussi comment on repense l'école. Je pense que l'IA, si on la voit comme cette opportunité de se dire ça peut nous dégager un peu de temps, parce qu'on peut être un peu plus efficace sur certains apprentissages, et qu'est-ce qu'on décide de faire de ce temps? Et c'est toujours la même chose. En fait, l'IA, elle va pas régler des problèmes globalement. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'on réfléchisse bien. Elle nous offre des opportunités de productivité, de gain de temps. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce temps? Et donc là, tu tombes dans des choses qui sont d'un côté plus philosophiques, mais où on peut utiliser justement ce qu'on sait de l'être humain. Globalement, on a besoin de quoi? Comment on s'assure que le temps en plus qu'on a, on passe à faire des choses qui vont nous être utiles? J'ai plusieurs questions. Est-ce qu'il faut être dogmatique sur l'âge auquel un enfant doit et peut accéder à une IA, selon toi? C'est ça qui est compliqué avec les recommandations sur l'âge, c'est que des fois être dogmatique, ça permet d'éviter des risques pour un paquet de personnes. Ça permet de retarder et ça permet que quand tu l'utilises plus tôt, tu sais qu'il faut faire plus gaffe en tant que parent. Tu vois, quand on dit ça, c'est à partir de, je sais pas, 12 ans. Bon, en général, tu te dis, attends, je vais aller regarder, je vais faire plus attention, je vais être plus attentif. Donc, je pense que les recommandations d'âge, pour ça, elles sont intéressantes. Et finalement, en fait, l'âge, il devrait être plus à quel âge un enfant a le droit d'utiliser indépendamment un objet. Ça, pour moi, ce serait plus intéressant plutôt que d'être dans le non, absolument pas avant. Parce que ça dépend de la conversation que le parent a avec. Interagir avec une IA, utiliser ChatGPT avec un enfant de 8 ans pour essayer d'aller lui montrer certaines choses qui sont intéressantes sur comment prompter, comment ne pas prompter, qu'est-ce que l'IA peut faire, qu'est-ce que l'IA peut pas faire, jouer avec, et utiliser ça comme un truc où finalement tu vas passer une demi-heure à rigoler avec ton enfant, très bien. Le laisser tout seul et faire en sorte que ce soit son nouveau meilleur ami, bah non, tu vois. Enfin,
Et il y a moins de chances que ça devienne son nouveau meilleur ami si tu as déjà passé du temps et lui expliquer avant pourquoi ça peut pas être son nouveau meilleur ami. Donc c'est aussi ces conversations-là qui sont importantes. Qu'est-ce que tu penses des écoles où les professeurs deviennent des IA qui arrivent de plus en plus? J'en ai vu une à Londres, j'en ai vu une en Chine. Je vois bien les projets qui se développent au fur et à mesure. Ouais, non, et puis j'en vois de plus en plus. L'apprentissage, quand même, quand tu regardes, de ce qu'on sait, il y a un super livre qui a été écrit par Isabelle O, qui est une chercheuse à Stanford, et qui s'appelle Love to Learn, et qui passe énormément de temps justement à explorer comment, en fait, l'apprentissage, il se fait aussi énormément par la connexion. Et de croire qu'on peut apprendre seul, c'est rater une partie de l'équation. Et pour autant, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup avec l'EdTech, l'innovation, donc elle est très pro-innovation, mais en disant attention, il y a des choses où l'IA ne pourra pas faire. Parce que quand tu es à l'école en tant qu'enfant, tu apprends bien plus que de l'académique. Donc de dire, pour apprendre de l'académique un peu bête et méchant, utiliser une IA, oui, enfin, est-ce que ça... quand tu es juste en train de réviser, de revoir et de dire à une IA, est-ce que tu peux aller me générer 5 questions pour voir si j'ai bien retenu ma leçon et que tu l'utilises pour t'assister à ce moment-là, oui, carrément, allons-y, quoi. Par contre, pour que le moment où tu es un peu bloqué, où tu as des difficultés, tu fasses tout avec une IA, je sais pas, parce qu'il y a aussi des fois, genre, un enfant, il n'arrive pas à apprendre des choses, et c'est pas que un problème de compétence, c'est un problème de, il est pas motivé par ce sujet. Moi, par exemple, quand je bossais en tant que neuropsy, avec des jeunes qui avaient des difficultés à l'école, souvent, j'allais dire aux parents, trouvez un tuteur pour votre enfant qui est comme un lycéen super cool. Qui va pas être le meilleur tuteur, mais qui va être un tuteur que votre jeune, il va vouloir aller passer 1 heure à faire des maths avec lui. Il va rigoler, il va voir à quoi ça ressemble d'être un lycéen, il va avoir des conversations différentes. Ce sera plus utile que d'avoir un tuteur qui est parfait ou d'avoir un tuteur IA qui peut donner des réponses qui seront clairement sûrement mieux que ce que un jeune teen pourrait donner. Ouais. Mais là, il se passe autre chose, tu vois, il y a une connexion. Donc, un enfant qui galère un peu et de dire, je vais aller utiliser l'IA ou il va aller utiliser l'IA directement si on lui a appris à le faire pour l'aider à résoudre des problèmes. Oui, quand il y a des blocages un peu plus gros, je suis pas sûre que c'est là où l'IA va être le meilleur. Et tu vois, tu parlais de Notebook. Il y a plein de manières de l'utiliser. Moi, j'adore Notebook. Ce que je fais, c'est que je vais chercher genre 10 articles scientifiques que j'ai pas le temps de lire. Et je lui demande des questions très spécifiques. Et là, je mets mes écouteurs et je prends des notes. Et je me dis, j'ai l'impression d'être en classe. Et après, je vais aller refouiller ces articles. Je me gagne vachement de temps. Et je suis comme, c'est génial avant. Fait que je trouve une classe de quelqu'un qui allait pas aborder les sujets, qui allait refaire tout le temps la même intro. Je me suis déjà tapé 50 fois. Là, je peux rentrer dans le vif du sujet. J'adore Notebook LM pour ça. Est-ce que je l'utilise pour écrire les articles pour moi? Je pourrais sûrement, mais en fait, comme toi, ce que j'aime, c'est le processus. C'est moi que je me dis, j'avais pas capté ça avant et je fais des liens et c'est cette excitation-là. C'est la seule manière de réaliser que tu sais des choses que tu ne savais pas savoir. Ouais. Quand tu écris. Exactement. Est-ce que tu parlais des enfants qui ont du mal à apprendre? Est-ce que l'IA, ça peut aussi être une solution pour des enfants qui ont des profils psychologiques, on va dire, différents? Tu vois, il y en a plein. Ouais, non, genre la neurodivergence, c'est 20% des enfants. C'est un enfant sur 5, c'est beaucoup quand même. Énorme. C'est pas et par contre après entre eux ils ont des challenges qui peuvent être différents. Donc on voit il y a déjà toutes les technologies qu'on dit assistantes, je sais pas comment ce sera en français, assistive technology, d'assistana. Donc qui vont aider qui vont pouvoir aller lire un texte pour un enfant qui a de la difficulté à lire. Ça c'est intéressant. Donc je pense que là c'est toujours, et quand je travaille avec les profs, la question c'est toujours en fait c'est quoi que vous essayez d'évaluer chez votre jeune. Si tu essaies d'évaluer son orthographe, là c'est ok en fait qu'il ait pas d'aide de la tech, parce que tu veux quand même aller voir s'il apprend des mots. Peut-être tu lui en donnes moins si tu sais qu'il a de la difficulté. Ça c'est des choses que tu peux justement aller te faire assister en tant que prof avec de l'IA. À l'inverse, si ce que tu es en train de tester, c'est ce qu'il a retenu sa leçon d'histoire géo, aller une fois de plus lui enlever des points parce que son orthographe est pas bonne, en fait, c'est plus intéressant à la limite qu'il se fasse aider d'un logiciel qui va aller corriger les erreurs, parce qu'au lieu de lui, de sans arrêt renforcer des orthographes qui sont pas bonnes, elle est corrigée en permanence. Quand il se relit, il voit la bonne orthographe.
Du coup, tu vas plutôt aller renforcer quelque chose de positif au niveau de ce que tu essaies de lui apprendre. Tu peux, et là je le vois, je travaille je fais du consulting avec une compagnie qui se pose ces questions d'éducation, de dire, en fait, si tu as un enfant qui a un niveau de lecture qui est assez faible et que tu le sais d'avance, comment tu peux aller pour lui adapter cette leçon à un niveau de lecture qui est adapté à lui. Ou comment, quand il double-clique sur le mot, ça peut aller lui donner la définition. Quand après il produit des textes, et là je pense que l'IA a énormément de valeur et que c'est comme ça qu'il faut qu'on l'utilise. Un jeune qui produit un texte, si l'IA scanne et qu'au bout de 10 textes, on voit qu'en fait, ces 3 règles de grammaire, il les connaît pas, que ces 5 mots de vocabulaire, il les a toujours faux, et qu'il a vraiment pas compris cette mécanique de l'argumentaire, et de dire, en fait, il faut que tu ailles revoir ces 3 leçons. Voilà une liste de vocabulaire commun, qui est genre, les mots les plus fréquents qui reviennent tout le temps et que tu plantes à chaque fois, va les apprendre. Là, tu vois une efficacité dans l'apprentissage qu'un prof qui a 25 élèves peut faire, mais il va y passer quand même beaucoup de nuits, alors que ça, tu peux aller automatiser, c'est intéressant. Là, l'IA, elle a de la valeur et elle enlève pas vraiment de la connexion. Par contre, après que le prof sache que le jeune a bossé là-dessus et qu'il puisse lui dire j'ai vu effectivement que tu fais plus ces erreurs, c'est génial, je vois que tu as travaillé. Et où là, tu es sur le processus parce que tu es sur l'amélioration du jeune. Top, tu vois. Donc, il y a vraiment toujours comment le met, quoi. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une différence de classe liée à l'IA? C'est-à-dire qu'entre les jeunes qui sont... comment on appelle ça en français digital literate, donc c'est qui lisent, qui utilisent l'IA facilement parce que leurs parents, parce qu'ils ont aussi accès aux technologies, parce qu'ils ont un bon ordinateur avec une bonne mémoire vive, parce qu'ils ont accès à Internet, et les autres. Et le professeur qui n'a pas forcément renouvelé ses méthodes et qui s'intéresse toujours aux résultats, du coup, c'est sûr que celui qui maîtrise l'IA, il va avoir des meilleurs résultats parce que concrètement, il sera passé par une IA. Et on est dans ce moment un peu flou où l'école n'a pas vraiment évolué, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne se concentre que sur les résultats, souvent écrits, alors que aujourd'hui, la réalité, c'est que écrire n'a plus vraiment beaucoup de valeur parce que sauf si les gens l'écrivent eux-mêmes, mais malheureusement, je pense que les étudiants, comme tous les étudiants, ils ont bien d'autres choses à faire que d'écrire. Donc, il y en a quelques-uns qui aiment ça, mais la majorité, ils vont passer par une IA parce qu'ils préfèrent aller passer du temps avec leurs potes, ou jouer des jeux vidéo, ou peu importe, mater des séries, ou passer du temps sur TikTok, peu importe. Il va y avoir cette différence de classe par définition. Donc, ça suppose une évolution d'abord de la manière dont on notifie dont on note les étudiants, mais ça c'est pas demain, je pense pas. Je vois pas l'éducation nationale se révolutionner à ce point-là tout de suite. Ça nécessite de prendre en considération ces différences sociales. Comment toi tu vois ça, parce que ça a des impacts qui sont monstrueux en fait. Ouais, je pense que c'est gros changements quand tu changes un peu là il y a vraiment un gros remaniement qui est très rapide. L'IA, elle nous est arrivée dans la face à une vitesse incroyable avec un niveau d'adoption hyper rapide. Donc pour moi, il va y avoir des changements qui vont se faire avec des profs au niveau individuel qui vont lui dire j'ai fait ça marche bien. Et il va y avoir une évolution qui va jamais être assez rapide, on est d'accord, mais ça veut pas dire pour autant qu'il faut pas commencer à évoluer au niveau individuel. Tu vois, par exemple, je parlais à une professeure la semaine dernière qui est à Johns Hopkins et qui me disait je ne sais plus comment évaluer mes undergrads, donc les étudiants de licence. Parce que justement ils utilisent de l'IA, j'ai pas envie de me battre avec eux. Et je lui disais je sais pas, moi un exercice qui m'a permis d'apprendre énormément, c'est quand j'ai commencé à me retrouver sur des panels de discussion où d'un coup tu donnes un panel devant quelqu'un. Je disais en fait tu peux les évaluer comme ça en leur disant voilà, on va faire un panel la semaine prochaine, voilà les points qu'on va aborder, les grandes questions. Toi, tu vas être l'expert en machin, toi, t'es l'expert en machin, toi, t'es l'expert en machin. Chacun prépare son panel, sa conversation. Et puis après, en fait, t'as tes 3 étudiants qui vont donner le cours parce qu'ils ont pu utiliser les points de l'IA, ils ont appris hyper vite, et qui vont aller donner le cours. Et parce que quand t'es obligé d'expliquer à l'oral, t'es obligé d'être sûr que t'as bien compris le truc. Et c'est souvent, des fois, tu crois que t'as compris un truc et t'arrives pour l'expliquer, et là, t'es non, t'as raison, non, ça, je peux pas t'expliquer, j'ai pas capté ça.
Est-ce que ça, c'est pas le drame des reels et des shorts? C'est-à-dire qu'en fait, tu as l'impression d'avoir compris une idée parce que tu as vu une vidéo qui dure 30 secondes ou une minute dessus. Et en fait, t'as aucun argumentaire, t'as aucune profondeur sur le sujet. Et ça, moi, je le vois de C'est plus en pour ça plus, que même tu chez peux des adultes. l'encourager. Mhm. Mhm. Mais c'est là où tu peux justement trouver des exercices qui forcent à faire ça. S'ils doivent faire un panel devant toute leur classe, jouons un peu sur cette anxiété sociale où là d'un coup si t'as pas fait ton boulot ça se voit quand même fort. Utilisons-la pour les forcer un petit peu à faire mieux, tu vois. Et où là finalement tu les forces justement à aller faire de cette information un vrai travail de compréhension. Donc ça tu peux le faire chez des plus grands. Et après, sur la question de comment on va aller gérer justement ces différences de classe sociale, de niveau de littératie, c'est le travail de l'école, c'est quand même d'aplanir les classes sociales, c'est de donner des opportunités qui sont égales à tous. Et donc, un des gros travaux, ça va être d'aller développer ces programmes dans les écoles à différents niveaux. Quand on parle tout le temps de AI literacy ou je sais pas comment c'est en français. D'accessibilité à l'AI. Je sais pas comment dire non plus. Donc. Ouais, mais de cours, en fait. Comment on va apprendre ça à l'école? Pour moi, il y a différentes choses. Il faut déjà qu'ils comprennent ce que c'est que de l'IA, globalement. Avoir un peu une idée que c'est quelque chose qui est quand même hyper probabilistique et que c'est pour ça qu'il y a des erreurs. Et que c'est pour ça que si tu cherches des sujets très généraux, il y a très peu d'erreurs, très peu d'hallucinations. Parce que c'est tellement référencé que le résultat est quand même plus solide. Et quand tu vas dans des trucs très très niches, c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué. Ou alors des trucs qui font pas consensus, tu tombes dans des choses plus floues. Donc ça, c'est une première chose. Faut qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Mais après, il y a vraiment des cours de comment tu promptes bien. Genre, c'est quoi un bon prompt? Utilise Notebook LM pour faire tes fiches de résumé. Non. Pour te donner un cours sur cette question que t'as pas compris, en allant toi-même lui mettre l'input, où tu sais que c'est des sources fiables. Oui. Comment tu utilises ChatGPT pour... tu télécharges ta rédaction et tu lui dis pas corrige-moi toutes les erreurs. Déjà, tu lui dis si tu fais le moindre changement, justifie pourquoi tu as fait ce changement. Mets-moi en caractère gras tous les changements que tu as fait pour savoir aussi, pour pouvoir traquer. Challenge-moi sur ce que j'ai pas compris. Est-ce qu'il y a des points que j'aurais pu aborder et rédige-le pour moi, non. Mais va le rédiger et après recommence et demande quelles sont les améliorations qui ont été faites. Là, c'est une manière qui est finalement comme tu utiliserais un prof. Et donc, c'est ça aussi, c'est comment on leur apprend à prompter. Et ce qui est compliqué, c'est que on tombe dans ce côté adolescent. Je disais, ils veulent quand même le short-term reward. Donc, bien sûr qu'ils vont avoir la flemme de faire le bon choix. Et puis les parents ne savent même pas le faire eux-mêmes. Ouais. Non, tu vois, le problème, c'est que, en fait, la vérité, quand je t'écoute, je me dis, putain, même moi qui le maîtrise bien, il y a parfois des questions comme ça que je ne pose pas. Alors, j'imagine que quelqu'un qui est, tu vois, ma mère, mon frère, enfin, je sais pas, des gens qui utilisent beaucoup moins, ils sont très loin de ce genre de questions, quoi. Ouais. Limite, s'ils l'utilisent beaucoup moins, ils tombent aussi moins dans les risques. D'une certaine façon, c'est plus tu l'utilises, plus tu dois bien l'utiliser. Parce que si tu l'utilises une fois de temps en temps, au final, ça change rien. Par contre, si tu l'utilises tous les jours pour faire tes devoirs, t'as intérêt quand même à savoir ce que tu fais, à savoir l'utiliser. Et quid de demander, tu sais, comme quand tu fais ta démonstration de maths, une fois qu'il y a eu la calculatrice, on t'a demandé de donner les étapes. Tu pourrais faire pareil avec des prompts. Donne-moi tes prompts. Tu sais quoi, tu utilises de l'IA pour faire ton travail, très bien, mais produis-moi tes prompts à la fin pour que tu puisses voir comment ça a été utilisé. Tu vois, il y a d'autres manières d'y penser aussi, quoi. Tu parles d'IA éthique, mais est-ce que une IA peut être éthique vu la manière dont sont entraînés les modèles, c'est-à-dire c'est quasiment de l'esclavage moderne, et que par ailleurs il y a un impact écologique qui est monumental sur l'IA. Est-ce que du coup, même le terme IA éthique a du sens en tant que tel? Je pense que c'est... en fait, on ne devrait pas parler d'IA éthique en général, de même qu'on ne devrait pas parler d'IA en général, parce que c'est des choses beaucoup plus précises. Je pense éthique, on pourrait parler de IA éthique environnementale, IA éthique psychologique, IA éthique sociétale, économique. Parce que finalement, comme l'IA touche à tous les domaines, il faut aller se poser des questions dans tous les domaines. Et c'est là où, pour moi, le travail qu'on fait avec Everyone, c'est vraiment notre objectif. C'est, tu vois, on a monté une coalition internationale qui a été lancée pendant le sommet de l'action à Paris. Et dedans, on a 12 gouvernements, on a Anthropic qui en fait partie, on a OpenAI, on a Google, alors on en a d'autres qui arrivent, Hugging Face, et puis on a énormément d'ONG,
avec le soutien de partenaires comme l'UNICEF, comme l'UNESCO. Donc, c'est mettre un peu tous ces gens-là et dire, comme les questions sont tellement larges et complexes, on peut pas mettre une personne, on peut pas mettre une expertise, on devrait mettre plein d'expertises et plein d'experts de chaque expertise. Donc, il faut aller créer un petit peu ces micro-groupes qui se mettent d'accord entre eux, qui font remonter l'information pour avoir une photo un peu plus éthiquement acceptable sur le point de vue global. Et après, chacun a son biais. Tu vois, genre, moi, forcément, si tu me demandes, je me dis, ah non, franchement, l'impact sur les enfants et leur développement, c'est ce qui est le plus important. Parce que c'est mon biais. Si tu demandes à quelqu'un qui est environnementaliste, il va te dire, non, c'est l'impact sur l'environnement. Quelqu'un qui est économiste va dire, c'est l'impact sur les jobs. Donc, et en fait, tout le monde a un peu raison. Tous ces impacts-là sont hyper importants. Donc, il faut aller choisir justement ces gens qui sont un peu passionnés et qui disent, ah, il faut vraiment régler ce problème et capitaliser sur cette, justement, motivation hyper intrinsèque de ces individus, pour aller faire évoluer les questions et les débats éthiques autour de l'IA. On a parlé là pendant un petit moment des risques de l'AI avec les plus jeunes, et pas que les plus jeunes d'ailleurs. Est-ce que l'un des plus gros challenges, c'est pas les réseaux sociaux powered by AI? C'est-à-dire, en fait, tous les deepfakes, toute la pédopornographie générée par de l'AI, enfin, tu vois, on a parlé un peu de Replica, mais en fait, il y a énormément de choses qui sont générées par de l'AI, qui sont développées sur les réseaux sociaux, qui génèrent des avis et qui peuvent avoir des impacts assez forts sur la démocratie, assez forts à tous les niveaux. Et aujourd'hui, les solutions, elles sont techniques, elles sont tellement plus accessibles que n'importe qui peut faire un peu n'importe quoi. Et tu vois, je pense en particulier à Grog, donc l'AI de Twitter, enfin de X du coup. Il y a tellement de choses qu'on peut faire et qui sont réalistes. Tout ça, ça a des impacts qui sont très forts. Et j'ai l'impression que pour moi, le problème est encore moins l'AI que les réseaux sociaux à la puissance de l'AI. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, parce que finalement, en fait, tu vas avoir une amplification des problèmes que tu as avec les réseaux sociaux. T'avais des choses, et là, on a une manière d'aller générer une quantité d'informations. Avant, tu pouvais déjà créer des deepfakes. Ça te prenait du temps et Photoshop pas mal longtemps. Maintenant, tu peux le faire en 2 secondes. Donc finalement, tu as une accélération de ces problèmes-là. C'est ça. Ce qui était déjà le cas avec les contenus qui étaient où tu voyais beaucoup, il y avait beaucoup de montage où tu allais utiliser telle image avec telle image avec telle image et tu t'arrivais à créer une histoire. Donc ça existait déjà. C'est juste que le problème, c'est qu'il va y avoir une prolifération. Et comment tu continues de faire confiance à ce que tu vois, je pense que c'est compliqué. Là, moi, je me pose même l'aspect un peu plus long terme de c'est quoi l'impact que ça a de pouvoir faire confiance à rien, finalement. Comment, au niveau anxiété, stress, impact sur notre bien-être, de se dire, en fait, j'ai vu ça, mais je sais pas si c'est vrai. Je sais pas ce que je peux croire. Ce niveau d'insécurité, finalement, me paraît compliqué. Alors après, on peut se dire, ce qu'on va devoir privilégier, c'est la connexion de toi, moi qui nous parlons, d'avoir des conversations directement avec les gens, d'aller voir plus d'événements en personne, plutôt que de regarder un débat vidéo où je sais pas s'il est vrai. Peut-être que je veux aller voir des débats en vrai, parce que je le vois de mes yeux. Et donc peut-être que tu peux, à la limite, moi j'ai envie d'être optimiste et de me dire du coup on va retourner sur ce besoin de voir les choses et de vivre les choses en personne. Ça pourrait être une manière de le gérer et je trouverais ça plutôt cool. Ce serait un bon byproduct, quoi. Est-ce que tu es très française dans la manière dont il faut faire les choses, et par ça j'entends cadrer de manière législative, ou est-ce que tu penses que ça peut se faire de manière différente? C'est intéressant parce que je le vois et on est une équipe franco-belge et donc on est plus pro-régulation que les Américains. On est moins pro-régulation que les Européens parce que c'est quand même longtemps tous qu'on est là. Donc je dirais que c'est un peu un entre-deux. Moi je pense que c'est vraiment le travail qu'on veut faire, c'est de se dire si on attend les régulations, on va déjà y avoir pas mal de cases de fait parce que les régulations ça prend du temps. Les régulations en général ça prend qu'il y ait déjà eu des cas. Quand tu parles globalement de dire je pense que ça c'est un risque, allons réguler ça, c'est pas
c'est pas la priorité parce que souvent les régulations c'est que t'éteins des petits feux partout. Donc tant que ça brûle pas, bon bah tu vas pas éteindre parce qu'on est toujours dans cette espèce d'urgence. Donc en ce sens-là, non, je pense que les régulations viendront trop tard et qu'il faut les faire venir. Et que ça veut pas dire qu'il faut pas faire le travail en avant parce que de toute façon, si tu fais cet énorme travail de recherche qui est nécessaire pour savoir quels sont les impacts de manière générale, au moment d'écrire les régulations, tu vas être bien meilleur puisque tu te seras déjà posé les questions depuis longtemps. Bien sûr. Et après, c'est comment on essaie de créer un climat qui encourage finalement le fait de bien faire les choses. Alors, je pense que quand tu es sur la question des enfants, ça encourage parce que tu as des individus qui sont hyper motivés. Tu vois, là, je vois pour aller récupérer en 2 mois ces grosses techs et leur faire joindre une coalition internationale qui dit on va créer l'IA bénéfique pour les enfants. La manière dont ça a fonctionné, c'est parce que on avait 5-6 personnes à l'interne qui étaient profondément, intrinsèquement motivés par cette mission. Ils disaient, moi j'ai peur pour mes enfants, moi j'ai envie que ma compagnie en fasse partie, et qui sont démenés, qui sont arrachés pour faire remonter le dossier, pour que machin réponde, pour appeler trucs qui pourraient influencer telle personne. C'est comme ça que ça s'est passé, tu vois. Donc ce que je vois, c'est que à l'aspect individuel, il y a une motivation forte de faire mieux. Et puis il y a aussi des gens, tu vois, avec qui j'ai pu parler, qui ont été dans d'autres compagnies que je ne citerai pas, mais qui ont vu que c'était hyper dur d'arriver après, d'essayer de créer des régulations sur des produits qui génèrent déjà des millions. Quand ils pensent, c'est pas non plus très juste de laisser une compagnie développer des produits et puis 10 ans après lui dire, bon, en fait, vous arrêtez tout, vous changez votre modèle économique. C'est même pas en plus une bonne utilisation de nos ressources monétaires et de notre temps. Genre, il vaut mieux arriver plus tôt. Donc, c'est vraiment... ça, je crois profondément qu'on peut faire ça. Et plus tu forces ces gros joueurs à faire les choses de manière éthique, plus eux-mêmes vont vouloir les régulations pour que les petits joueurs soient obligés de suivre les mêmes règles. Parce que le problème, c'est de se dire, par exemple, quand tu dis à des gens qui ont des large language models, il faut éviter d'avoir des designs qui sont hyper anthropomorphiques avec les enfants. Donc ça veut dire qu'on va aller éviter d'encourager du langage trop émotionnel, trop d'empathie en fait de la part de ces modèles, qu'on va rester un peu plus factuel, qu'on va pas donner un nom et un visage hyper cute à cette IA, qu'on va créer énormément de guardrails. Bon bah les encourager à faire ça c'est une chose, mais s'il y a un seul modèle qui fait ça, il va pas être compétitif parce que globalement le problème c'est que, et c'est ce qu'on voit avec la tech, l'être humain il choisit pas la tech qui est bonne pour lui. Si on choisissait la tech qui est bonne pour nous, on passerait beaucoup moins de temps sur les réseaux sociaux. Donc si tu demandes à un être humain, tu veux parler avec cette IA qui est globalement un peu chiante, qui te donne qui donne des réponses pas très personnelles, très factuelles, ou cette IA qui te fait une blague de temps en temps qui dit oh quelle bonne idée. On va tous choisir l'autre parce qu'on est biaisé pour ça. On a ce biais qui est l'anthropomorphisme qu'on choisit pas et qui fait qu'on a tendance de toute façon à projeter que des trucs qui ne sont pas humains agissent comme des humains. On fait ça avec les animaux, on fait ça avec déjà énormément de machines. Les enfants le font à des niveaux beaucoup plus élevés. C'est pour ça que quand il dit que son doudou, il lui a dit ça, il a fait ça, et qu'il est hyper attaché à son doudou, c'est parce qu'il l'anthropomorphise. D'ailleurs, on voit bien, plus on anthropomorphise quelque chose, plus on est attaché, que ce soit un objet ou un animal. T'as des gens qui vont dire oui, c'est mon chien et il est à la ferme et c'est lui qui chasse les poulets. Et t'as celui qui va dire c'est mon bébé. Bon bah le niveau d'attachement à cet animal est pas le même. Et en fait, c'est un petit peu ce côté-là. Donc plus tu crées un design qui est anthropomorphique dans ton IA, plus t'encourages l'attachement. Donc, si tu veux pas qu'un enfant s'attache à une IA, une manière assez simple, c'est de diminuer le niveau d'anthropomorphisme. Mais naturellement, si tu demandes à un enfant lequel il veut utiliser celui qui est anthropomorphique. Donc, t'as un réel attrait de la part de ces compagnies de créer ce type de design. C'est ce que l'utilisateur veut. C'est pas ce dont il a besoin, mais c'est ce qu'il va choisir. Donc, s'ils se mettent d'accord pour dire « Ok, je vais perdre des paires de machines, mais en fait, on est tous d'accord et personne le fait », c'est plus facile d'être éthique. Donc, il y a un besoin aussi d'être un peu plus transversal avec des accords avant même les régulations. Et si les choses se font pas, après, oui, bien sûr qu'il faut que les régulations arrivent, mais il faut les... J'allais te demander quel conseil tu donnerais aux parents, mais je vais te poser une autre question. Tu as 3 enfants, si je me trompe pas? 4. 4 enfants. 4, ouais. Comment tu gères leur usage de l'IA?
Bah mal, comme tous les parents. Non, je vais te faire une meilleure réponse. Bah déjà, on en parle beaucoup, parce que je suis... Ils ont quel âge? ils ont donc mon plus grand a 12 ans et ma plus jeune a 3 ans. D'accord. Donc, et après, j'ai 7 et 9. Okay. Donc ils ont tous... avec les plus jeunes, j'ai pu m'en servir pour aller générer des images, parce que c'est hyper drôle, et je l'ai utilisé de manière à... Au début, j'allais dire, je veux que ce soit une banane qui vole. Ok, bon, l'image était pas terrible. Je disais, mais en fait, il faut que tu racontes ce que tu veux que ton image dise. Donc là, genre... comment c'est derrière, quelles sont les couleurs, est-ce que ta banane elle est contente, et donc là finalement tu peux leur faire un travail écrit sur l'ordinateur hyper motivé, parce que d'un coup ils sont obligés d'aller dans le détail et de réfléchir vraiment et de le voir dans leur tête. D'imaginer. Donc là tu vois, tu peux le faire de manière assez drôle, et du coup ils réalisent, la qualité de mon prompt, ça décide quand même de la qualité de mon résultat. Donc ça c'est une manière de l'encourager. Après, avec mon plus grand, il y a énormément de conversations justement sur le système de récompense. C'est quoi la dopamine? Pourquoi tu vas être attiré? Pourquoi quand tu joues aux jeux vidéo, tu n'arrives pas à t'arrêter? Parce que finalement, c'est la même chose. C'est un peu le même combat. C'est comment tu te comprends toi-même. Et c'est pour ça que quand on parle d'IA et de mieux comprendre l'IA, on a tendance à croire, parce qu'on est des humains, qu'on est très bon à comprendre ce que c'est qu'être un humain. On est très très nuls globalement. On comprend pas comment on fonctionne, et plus en fait on est très clair sur pourquoi j'ai continué à scroller. Parce que j'étais stressée, et j'étais stressée, ça veut dire que mon niveau de dopamine était plus faible. Et quand mon niveau de dopamine est plus faible en tant qu'être humain, mon objectif c'est de revenir à un état global d'homéostasie. Je vais aller chercher de la dopamine rapide. Bon, alors soit j'aurais pu aller courir, mais déjà il faut mettre mes chaussures, il faut que j'aille courir. La dopamine, elle arrive qu'au bout de 20 minutes, ça me prend vachement d'efforts, versus je prends mon téléphone et je fais ça. Moi, bien sûr, je vais aller prendre mon téléphone et faire ça, sauf si j'ai un peu plus conscience de ça. Et puis ça veut dire aussi que pour moi, ça enlève une culpabilité, de dire, tu sais quoi, t'avais besoin de dopamine rapide. T'as scrollé 20 minutes, t'es pas obligé après de t'en vouloir pendant 40 minutes, parce que là, du coup, tu perds même l'effet positif de ta dopamine, tu te recrées du cortisol. Enfin, tu vois, donc de comprendre un petit peu mieux comment tout ça joue sur notre biologie, et c'est là où je disais, notre cerveau change pas. Notre équilibre biologique entre toutes ces hormones et ces neurotransmetteurs est le même. Donc, à l'heure de l'IA et à l'heure des technologies, si tu comprends comment ça t'impacte, t'es beaucoup plus capable de faire des choix avec lesquels tu vas être à l'aise. Et quand tu sens que tu seras pas capable de faire les choix avec lesquels tu seras à l'aise, de te mettre des limites avant. C'est sûr que si ton chargeur de téléphone, il est dans ta chambre, beaucoup plus de chances que tu utilises ton téléphone avant de te coucher que si tu l'as mis dans le salon. Conseil que je peux m'appliquer à moi, honnêtement, ça me fait du bien. Donc tu vois, il y a toujours la différence entre majoritairement, ça. Ouais. Il sort de ma chambre, mais j'ai aussi un chargeur dans ma chambre, donc, et parfois, au cas où. Parfois, il y a non, mais voilà, donc c'est comment on gère d'avoir ces conversations sur qui ils sont, comment ils fonctionnent, comment on essaie de se souvenir que justement un enfant de 12 ans, il va faire des mauvais choix, et c'est normal. Et donc du coup, c'est bien. Et il faut l'encourager à faire des mauvais choix d'une certaine manière. Oui. Et en même temps, en fait, tu vois, moi j'ai vraiment eu ce cas où mon jeune a planqué un écran et s'en est servi le soir. À un moment, je me suis dit, en fait, je suis fâchée après lui parce qu'il a pas fait le bon choix. Globalement, c'est un truc qui est hyper addictif, vers lequel il va être hyper attiré. Je sais qu'il a pas les compétences de le gérer, et je suis fâchée alors que je l'ai laissé traîner, qu'il a accès au code, qu'il l'ait pris. Et j'ai fait une comparaison qui est un peu grosse, mais c'est quand même, ce serait de dire, je sais que j'ai quelqu'un qui est alcoolique, et je laisse traîner des bouteilles, et je dis, oh, il a encore bu. Je grossis un peu le truc, mais c'est un peu cette notion-là. Donc, comment aussi, s'il y a des choses avec lesquelles on n'est pas à l'aise ou qu'on veut pas qu'ils fassent, on leur crée un environnement où on n'est pas sans arrêt en train de leur demander de faire cet effort de pas faire. Enfin, c'est comme si tu es au régime et que je laisse traîner une tablette de chocolat sur chaque table. Bon, c'est pas cool pour toi. Enfin, genre, je suis pas en train de t'encourager et de t'aider à réussir. Donc, comment aussi on crée un environnement qui leur permet de réussir, qui va favoriser ça. Merci beaucoup, Mathilde. Cette longue conversation. Ouais. Le podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. C'est soit ouvrir, soit claquer, soit les deux, comme tu veux.
Bah, je vais faire un peu des deux alors. Je pense de penser que l'IA sera la cause de tous nos problèmes ou la source de toutes nos solutions. Parce que j'entends beaucoup les deux finalement. L'IA, ça va jamais être qu'un outil et ça va être les choix qu'on décide de faire qui vont décider de est-ce qu'on va s'en servir pour créer les problèmes de demain ou est-ce qu'on va essayer de s'en servir pour créer les solutions aux problèmes qu'on a aujourd'hui. Ça va passer par énormément de réflexion sur ce qu'on est en train de créer et de réfléchir aux répercussions. Parce que des fois, on se dit « Ah, je gère ce problème-là » sans réaliser que du coup, oui, je crée une solution à ce point-là, mais en réalité, je suis en train de créer 3 autres problèmes. Donc, j'en ai réglé un, j'en crée 3. Ça marche pas. Donc, d'aller vraiment encourager à penser aux ramifications de cette technologie où on va créer des cercles vicieux ou vertueux, et ça va être une décision qui est humaine. Donc de se dire l'IA elle peut faire des trucs de ouf, elle a un potentiel incroyable, donc du coup ça va gérer nos problèmes. C'est pas vrai, parce qu'au final celui qui dit à l'IA ce qui doit être fait, celui qui met encore l'input et qui fait la demande, même s'il y a des IA Agentic AI qui commencent justement à prendre des décisions, même à ça ils ont quand même une demande de base sur qu'est-ce qu'on essaie de faire. Donc on a besoin de ni vilifier ni idéaliser cette IA, mais de se rendre compte que comme n'importe quel outil, il y a un moment pour s'en servir. Donc tu vois, j'en vois souvent la comparaison, les gens vont dire l'IA c'est comme un couteau, tu peux faire des trucs magnifiques ou tu peux tuer des gens avec. Oui, et un couteau, je le donne pas à un enfant de 2 ans, quoi. Donc on est assez clair que on peut pas demander la même chose à un adulte qu'à un enfant avec l'IA, que quand je vais donner un couteau à un enfant de 2 ans, je vais lui donner un couteau en bois avec lequel il va pas se couper la main. Donc on est capable d'aller créer des barrières de sécurité et d'accompagner. De même que je me dis pas, si un enfant a jamais vu un couteau, à 15 ans techniquement il peut se servir d'un couteau qui coupe, je vais lui donner, je vais jamais appris à le tenir, ça marche pas non plus. Donc comment on accompagne les personnes et du coup comment on crée ces produits ni en étant dans l'idéalisation ni dans la peur, pour que au final on l'oriente vers quelque chose de plutôt positif et de plutôt bénéfique. Comment on est optimiste tout en restant réaliste et prudent. Parfait. Merci beaucoup Mathilde. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.